Remarque, le plus souvent on schématise une permutation sigma en faisant figurer uniquement les indices non invariants. Par exemple, si je prends celle-là, on va la noter plutôt 1, 3, 5, 3, 5, 1, ce qui sous-entend que 2 et 4 sont invariants. Remarque, pour n supérieur ou égal à 3, Sn rond n'est pas un groupe commutatif. Exemple, si je prends sigma et phi, ces deux permutations, et bien phi rond sigma, ça nous donne ça, parce que je fais d'abord sigma, donc 1 est transformé en 2, 2 qui est transformé en 1, 2 en 3, mais 3 en 3, donc ça fait 3, 3 en 1, puis 1 en 2, donc ça fait ça. C'est la transposition de 3. Et sigma rond phi, je fais d'abord phi, 1 en 2, puis 2 en 3, donc 1 en 3, 2 en 1, puis 1 en 2, donc 2 en 2, 3 en 3, puis 3 en 1, donc 3 en 1. C'est aussi une transposition, mais cette fois-ci un 3, donc différente de phi rond sigma. On dit qu'une permutation f sur un ensemble fini de cardinal n supérieur ou égal à 1 opère sur une partie A non vide de E si f laisse invariant chaque élément de E moins A. Donc pour représenter f, on fait figurer que les éléments de A. Exemple pour n égale 5, si je prends ça, elle opère, on voit que 2 est invariant, 5 est invariant, donc elle opère sur 1, 3, 4, et on va la noter 1, 3, 4, 3, 4, 1. Une transposition de E pour n supérieur ou égal à 2 opère sur deux éléments de E, deux éléments qu'elle échange. Donc on va la noter IJJ. Si f est une transposition, au passage, j'aurais dû le dire avant, f est involutive. F rond f est égal à IE. Évident parce que pour k différent de I ou J, k est envoyé en k par f, puis en k par f. Et sinon, I est envoyé en J puis en I, donc il reste en I. J est envoyé en I puis en J. Voilà. E de cardinal n supérieur ou égal à 1, A appartenant à E et F appartient à Sn de E. Alors il existe il existe un plus petit élément P appartenant à une étoile tel que Fp de A est égal à A. On appelle orbite de A l'ensemble oméga A des Fk de A pour K appartenant à N. Et on a alors oméga A égale A, A parce que c'est F0 de A, F1 de A jusqu'à Fp-1 de A. Alors si P est égal à 1, il n'y a que A, bien sûr. Démonstration, oméga A est inclus dans E qui est fini, donc il est lui-même fini, donc forcément, à un moment donné, il va y avoir un Fi de A qui sera égal à un Fj de A. Et là, mes I et J, j'ai dit qu'ils appartenaient, pour le moment ça ne changera rien, à N. Donc il existe I, J, I inférieur à J, tel que Fi de A est égal à Fj de A. Donc F moins I de A va être égal à F moins J de A, et F de J moins I de A, qui est F de J rond F moins I de A, va être égal à Fj rond F moins J de A, et donc ça vous fera A. Et donc delta, l'ensemble des P appartenant à une étoile telle que Fp IM de A est égal à A et non vide, parce que J moins I appartient à n étoile, il est supérieur ou égal à 1, et il appartient à delta puisqu'il vérifie f de j moins i de a qui est égal à A. Donc delta a un plus petit élément P dans n étoile, et alors, quel que soit i appartenant à n, on fait la division euclidienne de i par p, i égale qp plus r, avec r compris entre 0 et p, et on a fi de a qui est égal à f qp plus r de a, mais f de qp de a c'est égal à a. Alors là on peut faire une récurrence sur q appartenant à n, c'est évident si q égale 0, et si on suppose que c'est vrai à l'ordre q, fq plus 1 p de a va être égal à fqp plus p de a, c'est-à-dire fqp de f rond fp de a, mais fp de a ça fait 1, donc fqp de a est égal à a par l'hypothèse de récurrence. Donc le résultat est toujours vrai, enfin c'est héréditaire, donc toujours vrai, grâce au théorème de récurrence. Donc f im de a va donc être égal à fqp, fr rond fqp de a, mais fqp de a c'est a, donc ça fait fr de a. Et là je me retrouve avec un r qui est compris entre 0 et p, donc 0, 1 jusqu'à p-1, c'est-à-dire exactement ça. Donc ça veut dire que oméga de a est inclus là-dedans. D'accord? L'autre inclusion est évidente. Et donc, on a bien cette égalité. Propriété, donc on garde les notations précédentes avec E, un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 1, A appartenant à E,
oméga A, l'ensemble des FK de A pour K appartenant à N, on a vu que c'était égal à ça, où P était le plus petit entier naturel supérieur ou égal à 1, tel que FPM de A est égal à A. Et ça, c'est un ensemble de cardinal P. Oméga A est appelé orbite de A, et quel que soit K appartenant à Z, on a FK de A égale A, c'est seulement si K est multiple de P. Et oméga A qui est égal à l'ensemble des FK de A pour K appartenant à Z. Démonstration, si oméga A était de cardinal inférieur à P, alors on aurait I et J comme ça, tel que Fi de A égale Fj de A, et donc Fj moins A, Fj moins I de A qui serait égal à A, avec J moins I qui est entre 0 et P, et ça c'est impossible d'après la définition de P, donc le cardinal est bien égal à P. On a déjà vu, parce qu'on est sûr que le cardinal est inférieur ou égal à P. Donc comme il n'est pas inférieur à P, ben, c'est qu'il est égal à P. On a déjà vu que si K appartient à N, on l'a vu dans une démonstration, FKP de A est égal à A, donc F de moins KP de A est égal à A, donc Fj de A est égal à A, donc Fj de A est égal à A, quel que soit J appartenant à Z. Fjp de A est égal à A, quel que soit J appartenant à Z. C'est-à-dire que c'est vrai quand K est positif et c'est vrai quand K est négatif. Si Fk de A est égal à A, alors on fait la division euclidienne de K par P. Donc on a ça, et Fk de A est égal à F de Qp plus R de A égale Fr de Fq de A qui vaut A égale Fr de A. Donc A égale Fr de A. Donc ça implique que R est égal à 0, puisque R est entre 0 et P. D'après la définition de P, ça implique que R est égal à 0. Donc K va être un multiple de P. Donc on a bien l'équivalence. Petit 3, si oméga A est égal à l'ensemble des FK de A pour K appartenant à N, bah c'est bien sûr inclus dans l'ensemble des FK de A pour K appartenant à Z parce que N est inclus dans Z. Et si K est négatif, alors K moins Kp égale K facteur de 1 moins P. Le P il est supérieur ou égal à 1, donc ça c'est inférieur ou égal à 0, ça c'est négatif. Donc le produit est supérieur ou égal à 0. F moins Kp de A est égal à A. Et bien si f de moins kp de A est égal à A, alors f de k moins kp de A est égal à fk de A. Et k moins kp est, on a vu, supérieur ou égal à 0. Donc fk de A appartient à oméga puisque c'est un fj de A avec j positif. D'accord? Voilà. Donc si k est négatif, ça appartient aussi à oméga de A. Donc oméga de A, c'est bien égal à l'ensemble des FK de A, K appartenant à Z. Avec les notations précédentes, si B appartient à oméga A, alors oméga B est égal à oméga A. Démonstration, si B appartient à oméga A, il existe J appartenant à N, compris entre 0 et P-1, tel que B égale Fj de A. Donc quel que soit K appartenant à N, Fk de B égale Fk de Fj de A égale Fk plus J de A, qui appartient à oméga de A. Donc oméga B est inclus dans oméga A, réciproquement si X appartient à oméga A, il existe I appartenant à N, et I vérifiant ça, X égale Fi de A. B égale Fj de A implique que A est égal à F moins J de B, donc X qui est égal à qui est égal à Fi de A va être égal à Fi de F moins J de B. Et donc ça fait F I moins J de B, ça appartient à oméga B parce que I moins J appartient à Z, donc oméga A est inclus dans oméga B, donc finalement ils sont égaux. Remarque, F de oméga A est égal à oméga A et la restriction G de F à oméga A est représentable par cette matrice-là, qui est celle d'un P-cycle. On en reparlera après. Démonstration. Et bien si x est égal à fk de A appartient à oméga A, alors f de x égale fk plus 1 de A appartient à oméga A. Réciproquement, si x égale fj de A appartient à oméga A, alors x c'est f de j moins 1 de A qui lui aussi appartient à oméga A, hein, et parce que j moins 1 appartient à Z, d'accord? Et donc x qui est égal à f de quelqu'un qui appartient à oméga A, donc ça appartient à f de oméga A.
Donc f de oméga est égal à oméga. Petit 2, eh bien, oméga, c'est l'ensemble des xk pour k compris entre 1 et p, avec xa, j'ai posé, qui est égal à fk moins 1 de a. D'accord? Donc ici, les xk, ben, x1, c'est f0 de a, c'est a. x2, c'est f1 de a. Et puis le dernier, xp, c'est fp moins 1 de a. Voilà. Donc, f de xk va être égal à fk de a. Ben oui, parce que c'est f de fk moins 1 de a, donc ça fait fk de a. Cet fk de a, ben c'est xk plus 1 si k est inférieur à p, et sinon, si k est égal à p, ben ça va faire a. Autrement dit, ça va faire f0 de a, c'est-à-dire, ça va faire x1. D'accord? Et donc, si k est égal à p. Voilà. Car fp de a est égal à a. Donc, x1, il a pour image x2, x2, x3, xp-1, xp, et xp, lui, va avoir pour image, on vient de le voir, x1. Donc ça, c'est représenté par ça, et c'est ce qu'on va appeler un p-cycle. Relation d'équivalence, E un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 1, F appartenant à Sn de E, R la relation définie sur E par x et y si et seulement si y appartient à l'orbite de x. R est une relation d'équivalence, et quel que soit x appartenant à E, la classe de x est l'orbite de x. Démonstration, réflexivité. Quel que soit x appartenant à E, x appartient à oméga f de x. Donc x est en relation avec x. Symétrie, x et y implique que y appartient à oméga f de x, mais alors on sait que x appartient à oméga f y, donc y est en relation avec x. Transitivité, si x est en relation avec y et que y est en relation avec z, alors y appartient à oméga f de x, et z appartient à oméga f de y. Mais comme y appartient à oméga f de x, on sait que oméga f de x est égal à oméga f de y. Donc z qui appartient à oméga f de y va appartenir à oméga f de x. Donc x est en relation avec z. Dire que y appartient à la classe de x, ça équivaut à dire que x est en relation avec y. Ça équivaut à dire que y appartient à oméga f de x. Et ça dit exactement que la classe de x est égale à oméga f de x, c'est-à-dire à l'orbite de x. Définition, E, un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 2, et f, une permutation de E. On dit que f est un cycle si f a une unique orbite de cardinal p supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire qu'il existe A appartenant à E et p supérieur ou égal à 2, tel que l'orbite de A soit égale à ça, et que si x n'appartient pas à oméga f de A, l'orbite est réduite à x, puisque son cardinal sera égal à 1. Donc ça, cardinal égal à 1, ça veut dire que f de x est égal à x. L'ensemble oméga égale oméga f de A, orbite de A, égale oméga f, on sait, de n'importe quel fk de A, quel que soit k appartenant à n et même à z, et l'orbite oméga de f, on dit que f est un cycle d'orbite oméga d'ordre p. On dit que oméga est le support du cycle. Si x appartient à oméga, on sait que f de x appartient à oméga, car x est un fk de A, donc f de x est un fk plus 1 de A. X appartient pas à oméga implique que f de x égale x, sinon l'orbite oméga f de x aurait un cardinal supérieur ou égal à 2, j'ai déjà dit tout à l'heure. Exemple, si on prend cet ensemble-là, avec cette permutation, elle a 3 orbites. Celle de 1 est envoyée en 3, qui est envoyée en 2, qui est envoyée en 4, qui est envoyée en 1, donc qui est égale à ça. Celle de 5 qui est réduite à 5, celle de 6 qui est réduite à 6. Donc il y a une seule orbite de cardinal supérieur ou égal à 2. Donc f est un cycle de support ça, d'ordre 4, qu'on note comme ça, parce qu'on a ça, ça et ça. Un contre-exemple, toujours avec le même ensemble, si on prend G comme ça, il a 2 orbites. Celle de 1 c'est 1, 2, 2, 1, donc 1, 2. L'orbite c'est 1, 2.
Et puis celle de 3, c'est 3 est envoyé en 6, qui est envoyé en 4, qui est envoyé en 5, qui est envoyé en 3. Donc c'est ça. Donc F, c'est pas un cycle, parce que là, du coup, il y a deux orbites de cardinal supérieur ou égal à 2. E, un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 2. F, une permutation. Alors F est une transposition. Seulement si F est un cycle d'ordre 2, c'est évident. Hein. Si F est la transposition IJ, avec I inférieur à J, alors oméga F de I, on sait, c'est IJ. Et K différent de I et de K implique que F de K est égal à K. Donc oméga F de K est égal à K. Donc on a une seule orbite, c'est oméga F de I égale oméga F de J, et qui est d'ordre égal à 2. Donc c'est un cycle de support IJ et d'ordre 2. Hein, d'ordre 2, c'est ça qui est important. Réciproquement, si F est un cycle d'ordre 2, c'est-à-dire de support oméga égale IJ, alors I est envoyé en J, qui est envoyé en I, et pour K différent de I et J, F de K est égal à K, donc F est la transposition IJ. Propriété, E est un ensemble fini de cardinal n supérieur ou égal à 2, FG deux cycles de support disjoints, alors F et G commutent, c'est-à-dire que F rond G est égal à G rond F. Démonstration, oméga F inter oméga G est égal à X, soit X appartenant à E. Si X n'appartient pas à la rayon, donc il n'appartient pas à oméga F ni à oméga G, donc F de X égale X, G de X égale X, donc G rond F de X est égal à X, et F rond G de X est égal à X, donc ils sont égaux. Si X appartient à oméga F, alors il n'appartient pas à oméga G. Comme il n'appartient pas à oméga G, G de X est égal à X, et F rond G de X va être égal à F de X. Mais X appartient à oméga F, donc F de X appartient à oméga F. Donc F de X n'appartient pas à oméga G, donc G rond F de X, qui est égal à G de F de X, va être égal à F de X, donc à F rond G de X. Et de même, si X appartient à oméga G, on a G rond F de X égale F rond G de X égale G de X. Il n'y a pas d'autre cas possible. Donc on a toujours F rond G égale G rond F de X, donc F rond G égale G rond F. Soit E un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 2. Gamma 1 jusqu'à gamma P, les cycles de support S1 jusqu'à SP, 2 à 2 disjoints. Alors F qui est cette composition. Alors, quel que soit I allant de 1 à P, les restrictions de F et de gamma I à ici coïncident. Les orbites de F de cardinal supérieur ou égal à 2 sont exactement S1 jusqu'à SP. Et dans l'expression F égale gamma P rond jusqu'à gamma 1, les gamma K commutent, c'est-à-dire que si on prend une permutation sigma de 1 jusqu'à P, eh bien, F est égal à gamma sigma P, rond gamma sigma P moins 1 jusqu'à gamma sigma 1. Démonstration, si I égale 1 et que X appartient à SI, qui est donc égal à S1. Alors gamma I de X, c'est gamma 1 de X et ça appartient à S1. Donc si K est supérieur ou égal à 2, gamma 1 de X n'appartient pas à SK, car gamma 1 de X appartient à S1, donc gamma K de gamma 1 de X est égal à gamma X. Donc quand on va faire ça, on va obtenir F de X égale gamma X. Si I maintenant est supérieur à 1 et que X appartient à ici, alors X n'appartient pas à SK, donc quel que soit K allant de 1 jusqu'à I moins 1, gamma K de X est égal à X. D'accord? Donc gamma I moins 1, rond I moins 1, etc. va être égal à X. Et donc f de x va être égal à ça. Et comme x appartient à ici, gamma i de x appartient à ici, donc gamma i de x n'appartient pas à sk, c'est la même chose qu'on avait fait avant, quel que soit k supérieur à i, donc gamma k de gamma i de x est égal à gamma i de x, quel que soit k supérieur à i. Donc quand on va faire ça, on va trouver gamma i de x. Et donc f de x est égal à gamma i de x, quel que soit x appartenant à i. D'accord? Donc voilà, ça marche ici. Petit 2, si x appartient à ici, on a vu que f de x est égal à gamma i de x appartient à ici. F rond f de x est donc égal à f de gamma i de x, c'est égal à gamma i de x égale gamma i de x carré, et par une récurrence facile, fk de x est égal à gamma i puissance k de x, quel que soit k appartenant à n.
Donc oméga f de x est égal à oméga gamma i de x, égal ici de cardinal supérieur ou égal à 2. Et puis si x n'appartient pas à la réunion des SI, alors gamma i de x est égal à x, quel que soit i allant de 1 à p, donc f de x est égal à x, et alors oméga f de x est égal à oméga gamma i de x est égal à x, quel que soit i allant de a à p. D'accord? Donc voilà. Les orbites de cardinal supérieur à 2 sont bien sont bien S1 jusqu'à SP, parce que pour les autres, c'est réduit à un élément. Petit 3. Sigma, permutation de 1P, X appartenant à E, G égale, je considère G égale ça. Donc ça va être, je sais que l'ensemble des gamma K est égal à l'ensemble des gamma sigma K, parce que sigma K est une bijection. Sigma est une bijection. Hein. Si X appartient à SI, alors X appartient à S sigma J, ou J égale sigma I. Ça fait SI en fait. Car I égale sigma. Donc G de X est égal à gamma sigma J, qui est égal à gamma I de X, qui est égal à F de X. Voilà. Et si X n'appartient pas à l'union des SI, alors F de X égale gamma I de X est égal à X, quel que soit I allant de 1 à P. Et comme X n'appartient pas à la réunion des SI, il n'appartient pas non plus à la réunion des S sigma I, parce que la réunion des S sigma I, c'est la réunion des SI, vu que l'ensemble des sigma I, c'est l'ensemble des I allant de 1 à P, vu que sigma est une bijection. Donc G de X est égal à, d'après ce qu'on a vu avant, gamma sigma I de X, et donc est égal à X, quel que soit I allant de 1 à P. Et donc on a toujours F de X égale G de X, quel que soit X appartenant à E, donc F est égal à G. Alors que si F est un cycle d'ordre P supérieur ou égal à 2, E donc un ensemble de cardinal N supérieur ou égal à 2, alors pour tout entier K compris strictement entre 0 et P, F puissance K est un cycle d'ordre P dont le support est le support oméga de gamma. Démonstration, oméga est égal à oméga F de A, l'orbite de A, donc il est comme ça, et je les appelle A1, A2, je l'ai déjà fait ça, AP. FK effectue un décalage de K sur les éléments de oméga, parce que l'image de A1 c'est A2, A2 c'est A3. Donc par exemple, si j'applique une fois, ben, F de A1 c'est A2. Si j'applique deux fois F2 de A1 c'est A3, d'accord, etc. Bon, ça pourrait mériter éventuellement une petite récurrence, je ne la fais pas, et tout en laissant invariant ceux de E moins oméga. Donc ça va donner gamma K égale A1 plus K, d'accord, A2 plus K, à un moment donné j'arrive à AP, puis ensuite c'est A1, A2, voilà. AP lui-même, la première fois il est transformé en A1, la deuxième fois en A2, etc., la quatrième fois en AK. C'est un cycle, évidemment, là je retrouve les mêmes qu'ici, c'est un cycle de support oméga d'ordre P. Remarque, E, toujours de cardinal N supérieur ou égal à 2, on a vu que l'ordre P d'un cycle est le cardinal de son support, donc inférieur ou égal à N. Si P est entre 2 et N, il y a P parmi N multiplié par factoriel P-1 cycle d'ordre P, et ça vaut N-1 jusqu'à N-P plus 1 sur P. Je remarque que là, il y a P nombres que l'on multiplie, P nombres successifs. Parmi eux, il y a un multiple de P. C'est pour ça que le résultat ici est un entier. En particulier pour P égale 2, ben, cette formule-là, ici, me donne factoriel 1 et ça me donne 2 parmi N, c'est-à-dire N, N-1 sur 2, transposition, puisque les cycles d'ordre 2, c'est les transpositions. Remarquons au passage que F puissance K, l'ensemble des F puissance K, pour K entre 0 et P-1, c'est l'ensemble des FK pour K appartenant à N et l'ensemble des FK pour K appartenant à Z, est un sous-groupe d'ordre P. Alors ça, c'est pas tout à fait la même chose que les orbites, même si c'est les orbites d'un élément A, même si ça y ressemble. Bon, ça a été vu dans le chapitre sur les groupes, c'est parce que c'est un sous-groupe, ce truc-là, enfin ce truc-là au départ,
c'est un sous-groupe du groupe Sn de E rond, qui est un groupe fini d'ordre factoriel n. D'accord? Donc on montre qu'il y a un plus petit élément, etc. etc. Et donc, ici, forcément, si f est un cycle, ben, on sait que les puissances de f, on les a toutes en prenant comme exposant entre 0 et p-1. D'accord? Donc lui, c'est un sous-groupe d'ordre p d'un groupe qui, lui, est d'ordre factoriel n, ce qui n'est pas choquant, puisque p, justement, comme il est compris entre 1 et n, ben, il va diviser factoriel n, bien sûr. L'ordre d'un sous-groupe divise toujours l'ordre du groupe. Bon, là-dedans, ce qui mérite d'être démontré, c'est uniquement la première partie. Ben, on peut remarquer qu'il y a P parmi n supports possibles, puisqu'il y a n éléments dans E et qu'on en choisit P pour le support. Une fois le support choisi, par exemple ça, eh bien, pour f de A1, il va y avoir A2, A3 ou AP, c'est-à-dire P-1 valeur. Puis pour f, puis P-2 valeur pour f de A2, etc., etc. Donc, en fait, au total, il va y avoir P-1 factoriel cycle de supports fixés. D'accord? Mais des supports, il y en a P parmi n. Donc, au total, il va y avoir P parmi n multiplié par factoriel P-1 cycle, soit factoriel n sur factoriel P factoriel n moins P multiplié par factoriel P-1. Donc, il va rester juste P en bas. Donc, ça, divisé par ça, ça fait ça, divisé par P. Et donc, on trouve bien le nombre attendu. Décomposition d'une permutation d'un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 2. Bref, une permutation différente de l'identité, alors il existe une unique famille de cycles de support 2 à 2 disjoints, tel que f soit le produit de ces cycles. On sait que la composition est commutative. Démonstration pour l'unicité, si on a ça et que les supports sont 2 à 2 disjoints, on sait déjà que cet ensemble S1 jusqu'à SP, donc les supports, c'est l'ensemble des orbites de F non réduites à un élément, donc S1 jusqu'à SP sont déterminés de façon unique, et on sait que les gamma K vérifient gamma K de X égale F de X. Si X appartient à SK, et que gamma K de X est égal à X, si X n'appartient pas à SK, donc les gamma K sont parfaitement déterminés de façon unique. L'existence, F différent de l'identité, donc on peut trouver A tel que F de A est différent de A, donc on a le oméga F de A qui est différent du singleton, l'orbite de A, hein. Et donc on peut considérer l'ensemble des orbites non réduites à un élément. Donc je l'appelle comme ça, pour K compris entre 1 et P, on définit gamma K par toujours la même chose, hein, gamma K de X égale F de X si X appartient à oméga K, gamma K de X est égal à X si X n'appartient pas à oméga K. Donc oméga K est un cycle, gamma K pardon, est un cycle de support oméga K, et les oméga K sont 2 à 2 disjoints, bien sûr, hein, parce que les cycles sont 2 à 2, les orbites sont 2 à 2 disjoints. Donc, on peut considérer G égale gamma 1 jusqu'à, enfin rond gamma 2 jusqu'à gamma P. Si X appartient à oméga K, G de X est égal à gamma K de X, hein, on a déjà démontré ça, on le sait, et ça c'est égal à F de X, et si X n'appartient pas à l'union, on sait que G de X est égal à X, et X c'est justement F de X, donc on a bien G égale F, hein, et donc on a l'existence et c'est terminé. Exemple, si je prends l'ensemble 1, 2 jusqu'à 8, et si je prends cette permutation, 1 est envoyé en 3, qui est envoyé en 2, qui est envoyé en 8, qui est envoyé en 1, j'ai une première orbite, hein, et donc c'est l'orbite de 1, de 3, de 2 et de 8, hein, c'est pareil. J'ai la transposition 4, 6, 4, hein, 4, 6, et puis les restes, c'est 5 qui est envoyé en 5 et 7 en 7, donc j'ai ça. Voilà, et donc il y a un cycle d'ordre 4, un cycle d'ordre 2, deux cycles d'ordre 1, et donc F est égal à ça, rond ça. Voilà, les deux cycles d'ordre supérieur ou égal à 2. Et c'est commutatif.
E est de cardinal n supérieur ou égal à 2, tout cycle est décomposable en produit de transposition. Démonstration, f un cycle d'ordre P supérieur ou égal à 2. Donc f est égal à A1 jusqu'à AP. On a TIJ la transposition à IAJ pour IJ entre 1 et P. T1, 2 rond F envoie A1 en A2, ça c'est F. Puis A2 en A1, ça c'était T1, 2. A2 est envoyé en A3. Bon, bah après A3, il reste A3, hein, etc. Et puis j'ai AP-1 qui est envoyé en AP. AP, lui, il est envoyé en A1, mais par la translation en A2. Donc en fait, T1, 2 rond F, ça va être le cycle A2, A3 jusqu'à AP, que je note F1. D'accord? Et c'est terminé, mon histoire est terminée si P est égal à 2. Et si P est supérieur à 2, ben, je recommence en faisant T2, 3 rond F1, qui est un cycle A3, A4 jusqu'à AP, est égal à F2, terminé si P égale 3, etc. Je vais comme ça jusqu'à T, P-2, P-1, rond F, P-1, qui est le cycle AP-1, AP. Et ça, c'est la translation, c'est la transposition P-1, P. Voilà. Donc, on a facilement TP-1P qui est égal celle-là. Alors, celle-là, elle provient de ça. D'accord? Mais FP-1, il provient d'autre chose, etc. Donc, ça, j'obtiens facilement. On peut faire un raisonnement par récurrence, mais ça ne sert à rien. TP-1, TP-2, P-1, rond TP-3, P-2, etc. Rond T2, 3, rond T1, 2. Voilà. Et donc, après, ben, je multiplie par les inverses de toutes ces transpositions, c'est-à-dire elles-mêmes, d'accord, en commençant par celle-là. Et donc, je repars ici de ça. Ça va être composé par celle-là, etc., etc. Et puis à la fin, T2, 3, et puis T1, 2. Et donc, j'ai F qui est égal à ça, d'où le résultat. Exemple, si je prends E égale 1, 2, 3, 4, dans E égale 1, 2, 3, 4, si je prends ces permutations, pardon, et bien en fait, c'est le cycle 1, 2, 3, d'accord, puisque 1 est envoyé en 2, qui est envoyé en 3, qui est envoyé en 1, 4 ne bouge pas. Et bien ça, j'applique cette formule-là, c'est T1, 2, rond, T2, 3, on peut le vérifier. Hein. Si je prends 1 par ça, il ne bouge pas, par ça, il est envoyé en 2. Si je prends 2, il est envoyé en 3, et là, il ne bouge pas, donc c'est bon. Et si je prends 3, il est envoyé en 2, et là, il est envoyé en 1. D'accord 2, et là, il est envoyé en 1. Et donc, ça marche bien. Conséquent, si E est un ensemble de cardinal supérieur ou égal à 2, toute permutation de E est décomposable en produit de transposition, et on peut les choisir de cette forme-là. Démonstration, si F est différent de E, c'est un produit de cycle de support 2A2 disjoint. Chaque cycle est un produit de transposition comme ça. Donc, c'est terminé. Et puis, si F est égal à l'identité, on peut écrire ça. Donc, on voit que l'ensemble des transpositions engendre le groupe SN2. De la même façon, les cycles, on avait vu avant, engendraient aussi ce groupe. Remarque, un produit de P transposition est commutatif dans le cas où leurs supports sont 2A2 disjoints. Sinon, il ne l'est pas toujours. Ça a déjà été vu. Ça, c'est la commutativité du produit de cycle de support 2A2 disjoints. Alors, il n'est pas toujours. Par exemple, si on prend E l'ensemble A2, 3, 4, si je prends ça, c'est égal à ça. Si je prends ça, c'est égal à ça. Et c'est pas pareil. Permutation circulaire, c'est une permutation n'ayant qu'une orbite. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, c'est nécessairement une orbite d'ordre n, donc un cycle d'ordre n. Par exemple, si E est égal à 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2 est une permutation circulaire. L'ordre d'une permutation, E de cardinal n supérieur ou égal à 2, on rappelle que Sn de E est un groupe fini de cardinal factoriel n. Pour toute permutation f de E, il existe donc, c'est la théorie des groupes, un plus petit temps des groupes finis, un plus petit entier naturel P, tel que f puissance P est égal à l'identité de E, et on l'appelle ordre de f. On sait qu'il divise l'ordre factoriel n du groupe, l'ordre de l'identité c'est évidemment 0, et l'ordre d'un cycle d'ordre P c'est évidemment P. L'ordre d'une transposition c'est 2.
Si la permutation, et c'est ça qu'on va démontrer, f égale gamma 1, rond, etc., où les gamma k sont des cycles d'ordre alpha k de support oméga k 2 à 2 disjoints, alors l'ordre de f est le PPCM des alpha k. Démonstration, si j'appelle m le PPCM des alpha k, m est un multiple de chaque alpha k, donc ça peut s'écrire lambda k alpha k, deux entiers naturels, et f puissance m, qui est égal à ça, va être égal à ça parce que les gamma k commutent entre eux, parce que les supports sont 2 à 2 disjoints. Gamma k à la puissance m, c'est donc égal à ça, donc à ça, ça fait l'identité, et donc on obtient l'identité de E, et quel que soit k allant de 1 à p. Donc en fait, tout ça c'est un produit d'identité, et donc f puissance m est égal à l'identité. Supposons f puissance alpha, alpha est un entier, égal à l'identité, on divise alpha par alpha k, d'accord? Et on va avoir que f alpha, toujours la même chose, toujours la commutativité parce que les gamma k commutent entre eux parce que les supports sont 2 à 2 distincts, disjoints. Et donc, gamma k à la puissance alpha k, ça va être ça. Ça, c'est l'identité. À la puissance qk, c'est l'identité. Donc, il va rester que gamma k à la puissance rk. Donc, f puissance alpha va être égal à ce produit-là. Et on veut que ça soit égal à l'identité. Bon, mais le gamma k et les oméga k sont 2 à 2 disjoints. La restriction de f puissance alpha oméga k est gamma k à la puissance rk, et gamma k à la puissance rk doit donc être égal à l'identité sur oméga k, mais comme rk est compris entre 0, je peux même dire sur gamma k, je peux dire sur, oui, c'est sur oméga k. Donc, comme rk est compris entre 0 et alpha k, et que alpha k c'est le plus petit tel que gamma k à la puissance d soit égal à l'identité, eh bien ça veut dire ici, comme on a un plus petit, ça veut dire que rk est égal à 0. Et donc alpha est multiple de chaque alpha k. Donc le plus petit qui va convenir, ça sera donc le plus petit de ces multiples, donc c'est-à-dire le PPCM des alpha k, tout le résultat. Signature d'une permutation. J'ai l'ensemble E ici, et je prends une permutation de delta l'ensemble des parties IJ. Donc IJ est entre 1 et n, et I est différent de J, c'est-à-dire les parties à deux éléments. IJ appartient à delta implique que sigma I, sigma J appartient à delta parce que sigma est injective. Donc si I est différent de J, ces deux-là aussi sont différents. Et en même temps, tout cas L appartenant à delta est un sigma I, sigma J avec I qui est sigma moins 1 de K et J qui est sigma moins 1 de L. Et comme sigma moins 1 est aussi une bijection, le fait que K est différent de L, ça implique que I est différent de J, donc le IJ appartient aussi à delta. Donc en fait, phi qui a la partie IJ de delta associe la partie sigma I, sigma J de delta est une bijection. Une bijection donc de delta vers delta. Si A appartient à delta, on pose, on l'écrit comme ça, la valeur absolue de J moins I. On va dire que c'est la longueur de A. On remarque, ou la mesure de A, on remarque que delta c'est l'ensemble des IJ, vérifiant ça. Soit sigma delta égale le produit de ces rapports-là quand I est inférieur à J. On dit que c'est la signature de delta. Sa valeur absolue est égale à ça. C'est-à-dire le produit pour A appartenant à delta des mesures de phi de A, d'accord, et divisé par le produit des mesures de A. Mais l'ensemble des phi de A pour A appartenant à delta, c'est phi de delta, c'est delta. Donc c'est l'ensemble des A appartenant à delta. Donc ça, c'est le produit des mesures de A quand A appartient à delta. Et donc ça, c'est égal à ça. Et donc on obtient que valeur absolue de la signature est égale à 1. Donc que la signature vaut 1 ou moins 1. On dira que sigma est pair si
sa signature est égale à 1 et qu'elle est impaire si sa signature vaut moins 1. Autrement dit, on verra ça après. Exemple, si E est égal à l'ensemble 1, 2, 3, que je prends l'identité, la signature, ça va être 2 moins 1 sur 2 moins 1 fois 3 moins 1 sur 3 moins 1 fois 3 moins 2 sur 3 moins 2 égale 1. Par contre, si je prends une transposition, la transposition 1-2, dans cet ensemble-là, toujours, hein, je vais avoir quoi? Donc il va falloir que je fasse à chaque fois sigma j moins sigma i sur j moins i. Alors j moins i, ça va être 2 moins 1, 3 moins 1, 3 moins 2. En haut, on va trouver, eh bien, l'image de 2, c'est 1, moins l'image de 1, c'est 2. Donc en fait, je divise par 2 moins 1, donc en haut, je vais avoir 1 moins 2. Je divise par 3 moins 1, donc en haut, je vais avoir 3 moins 2. Je divise par 3 moins 2, en haut, je vais avoir 3 moins 1. Ça fait moins 1. D'accord? Donc voilà, cette transposition, elle est impaire. On dira que sigma présente une inversion en ij, i inférieur à j, si sigma i est supérieur à sigma j. Donc, ce qui équivaut à dire à sigma j moins sigma i sur j moins i est négatif. Donc, epsilon de sigma, la signature de sigma, qui est égale à ça, aura donc pour sigma moins 1 à la puissance 1 f de sigma ou 1 f de sigma est le nombre d'inversions en i et j, puisque à chaque fois qu'il y aura une inversion, le produit sera négatif. Quand il n'y a pas d'inversion, il est positif. Donc ce qui va désigner du signe, ce qui fera que... Parce que le 1, on le sait, il est connu. Il n'y a que le signe qui nous embête. Donc il faut qu'on regarde le nombre de rapports négatifs. Le nombre de rapports négatifs, c'est le nombre d'inversions en ij, qu'on appellera le nombre d'inversions de sigma. Donc si E a pour cardinal n supérieur ou égal à 2, alors la signature de l'identité de E, c'est égal à 1, ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure dans le cas 3. Et pour toute transposition sigma de E, sa signature est égale à moins 1. Sigma est impair. Ici, sigma est pair. Enfin, l'identité est paire. Bon, l'identité de E n'a pas d'inversion parce que i inférieur à j implique que l'identité de i qui vaut i est inférieure à l'identité de j qui vaut j. Donc, la signature est égale à moins 1 puissance 0 égale 1. Elle est paire. Si sigma est la transposition I0, J0, avec I0 inférieur à J0, et si je prends I inférieur à J, qu'est-ce qui peut se passer? Si I n'est pas égal à I0 et qu'en même temps J n'est pas égal à J0, l'image de I, ça sera I, l'image de J, ça va être J, donc là, il n'y aura pas d'inversion. Si IJ est égal à I0, J0, là, il y a une inversion, puisque à ce moment-là, l'image de I0, c'est J0, et l'image de J0, c'est I0, donc elle va être plus petite que J0. Il y a une inversion. Alors maintenant, qu'est-ce qui va rester comme cas? Un des deux est égal à I0 et pas l'autre. Donc I, par exemple, est égal à I0. Et comme je sais que I est inférieur à J, je peux avoir J qui est entre I0 et inférieur à J0. Ou bien je peux avoir J qui est supérieur à J0. Alors d'abord dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que sigma i égale sigma de I0, c'est-à-dire J0. J0 qui est supérieur à J, et J c'est sigma J. Donc je vois bien qu'il y a une inversion. En fait, le nombre de J là, entre I0 et J0, il y en a J0 moins I0 moins 1. Donc il y a J0 moins I0 moins 1, inversion. Par contre, si I est toujours égal à I0, mais que J est supérieur à J0, sigma i égale J0 va être inférieur à J qui est égal à sigma J. Et donc là, il n'y a pas d'inversion. Si I est... Alors maintenant, c'est J qui est égal à J0. Si I est inférieur à I0, alors soit I est inférieur à I0, soit I est entre I0 et J0. Alors, dans ce cas-là, sigma I est égal à I, il va être inférieur à sigma J qui est égal à I0. D'accord? Puisque I est inférieur à I0. Donc il n'y a pas d'inversion. Si I0 est inférieur à I est inférieur à J0 et que J est égal à J0, sigma I est égal à I, et ça va être supérieur à I0, et I0 c'est sigma J.
Donc là, je vois qu'il y a une inversion. En fait, les i qui sont entre I0 et J0, ben, il y en a J0 moins I0 moins une inversion. D'accord? Il y a tout ça comme inversion. Donc le nombre total d'inversions, c'est J0 moins I0 moins 1 qu'on trouve deux fois, plus une. D'accord? Donc c'est un nombre impair. Et donc la signature d'une transposition, ben, c'est moins 1. Les transpositions sont impaires. Donc je rappelle qu'on dit qu'une permutation est paire si sa signature est égale à 1, qu'elle est impaire si sa signature est égale à moins 1, ce qui est le cas par exemple des transpositions. Si f et g sont des permutations, alors la signature de la composée f rongée est égale au produit des signatures de f et de g. Bon, on écrit ça, qui est égal à ça, on peut écrire comme ça. D'accord. Alors ça pose aucun problème parce que f et g sont des bijections, donc quand i est inférieur à j, g de j est inférieur à g et n'est pas égal à g de i. Voilà. Et donc on peut rajouter ça. Donc on a ça, ça c'est epsilon de g, alors il y a ça. Bien quand ij décrit delta, on sait que g de i, g de j décrit delta aussi, qui est l'ensemble donc des parties KL comme ça. Quand on écrit la signature de f, on fait des f de j moins f de i sur j moins i. Alors on suppose j supérieur à i. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on pourrait aussi bien écrire même pour j, dans ces produits de f de j moins f de i sur j moins i, s'il y a une fraction qu'on écrivait f de i moins f de j sur i moins j, c'est-à-dire qu'on inverse les i et j, ça ne change rien au résultat, puisqu'on multiplie par moins 1 en haut et en bas. Autrement dit, ça, c'est égal à ça. Voilà. Et donc, c'est bien la signature de f qui est égale à ça. Et donc, on a signature de f fois signature de g. Par une récurrence facile, si p est supérieur ou égal à 1, et si f1 et f2 jusqu'à fp sont des permutations, la signature de la composée est égale au produit des signatures. C'est vraiment une récurrence évidente. Si gamma est un cycle d'ordre p supérieur ou égal à 2, sa signature est égale à moins 1 puissance p moins 1. En effet, gamma est le produit de p moins 1 transposition, t1 jusqu'à tp moins 1, chacune de signature moins 1. Donc epsilon de gamma est égal au produit des moins 1, mais c'est un produit avec p moins 1 facteur, donc c'est moins 1 à la puissance p moins 1. Dernière propriété, si f est une permutation et p est le nombre de ses orbites, alors sa signature est égale à moins 1 puissance n moins p. En effet, on est dans Sn, c'est pour ça. Si toutes les orbites sont des singletons, alors p est égal à n, f est l'égal d'identité, et sa signature C1, c'est bien moins 1 à la puissance n moins 1, puisque p est égal à n. Sinon, il y a q orbite oméga k, chacune de cardinales supérieure ou égale à 2, et puis on définit, comme on l'a déjà fait souvent, gamma k, qui a x appartenant à E, associe f de x, si x appartient à oméga k, et puis x, si x n'appartient pas à oméga k. C'est un cycle d'ordre alpha k, et on sait que, comme toutes les orbites sont 2 à 2 disjointes, f est égal à ce produit-là. Il y a q orbite, donc c'est ce produit-là. Epsilon de f est donc égal au produit de 1 à q des epsilon de gamma k, d'accord? Et epsilon de gamma k, on sait que c'est moins 1 à la puissance alpha k moins 1, puisque les gamma k ont pour ordre alpha k. Donc c'est alpha k moins 1. Donc ça fait epsilon de f égale moins 1 à la puissance somme des alpha k, et puis le moins 1 ici il va se retrouver q fois, donc moins q. Alors maintenant, il y a q orbite, donc en fait ça mobilise tout ça comme place, comme élément. Et donc il va rester n-a orbite réduite à l'unité. Et donc au total, f aura combien d'orbites? Il y aura toutes celles-là plus q. Donc n-1 plus q. Donc ça veut dire que ça, ce truc-là, cette grande parenthèse, que je fais passer de l'autre côté, est égal à q plus n moins p. Q plus n moins p. Donc epsilon de f, je remplace ça par q plus n moins p. Donc ça fait moins 1 puissance q plus n moins p moins q.
Et donc ça fait puissance n-p et on obtient le résultat. La signature epsilon de Sn dans -1 est un morphisme de ce groupe vers ce groupe multiplicatif. C'est le seul morphisme vérifiant f de t égale -1 pour toute transposition. En effet, bon, on a ça, puis on a ça, donc c'est bien un morphisme, ça suffit. Hein. Et epsilon de t est égal à -1, quelle que soit la transposition. Supposons qu'il y en ait un autre qui vérifie ça. Si je prends une permutation quelconque, on peut la décomposer en produit de transposition, et à ce moment-là, chaque f de tk vaut -1, et donc f de gamma vaut -1 puissance p. Et on a aussi la même chose avec la signature, qui vaudra -1 puissance p. Donc on obtient facilement que f est égal à epsilon, d'où le résultat. Pour n supérieur ou égal à 2, il existe exactement deux morphismes de groupe, hein, la signature et celle qui a toute permutation associe 1. Bon, celle-là que j'appelle I est bien un morphisme, puisque elle vérifie ça. Et maintenant, je vais prendre un morphisme de G vers -1, en supposant qu'il n'est pas égal à I. Alors, il existe une transposition vérifiant f de t est égal à -1. Alors, pourquoi? Parce que sinon, on aurait f de t égale 1, quelle que soit la transposition. Mais alors, comme toute permutation est un produit de transposition, c'est-à-dire gamma égale T1 jusqu'à Tp, on aurait f de gamma égale produit des f de Tk est égal à 1, et donc on aurait f de gamma en fait qui serait toujours égal à 1, mais comme on a supposé que f, ça voudrait dire que f serait égal à i, hein. Ça voudrait dire que f serait égal à i, mais on a supposé que f était différent de i. Donc, il existe une transposition IJ telle que f de t est égal à -1. Considérons une autre transposition différente de t, c'est-à-dire que i est différent de k et j est différent de f. Alors, on va étudier plusieurs cas. D'abord, si un de k ou de l est dans ij, k égale i, l différent de j. À ce moment-là, kl va être égal à ça. Alors, je montre que je fais la démonstration pour la première, les autres c'est pareil. En effet, si je prends K, il est envoyé, K il est égal à I, il est envoyé en J, puis il est envoyé en L. L, il est envoyé en J, puis en I, et il reste en I. Donc ça veut dire K est envoyé en L est envoyé en K. Donc, bon, alors comme K est égal à I, j'ai plus que J à regarder. J il est envoyé en L, J est envoyé en L, et puis ensuite il est envoyé en J. J reste en J. Et si je prends M différent de IJKL, évidemment, il est envoyé en M, puis en M, puis en M, donc il reste en M. Donc j'ai bien, effectivement, un échange entre K et L, et donc KL est bien égal à ça. Ensuite, on examine le cas K égale J, d'accord? Eh bien, on a ces trois cas-là à voir, c'est pareil, je vous laisse vérifier. L égale I, on fait ça, hein, et L égale J et K différent de I. Voilà. Alors maintenant, si KL ne sont pas dans IJ, bon ben là on prend ça. Et alors on vérifie que KL égale sigma rond IJ rond sigma. En effet, I est envoyé par sigma, il est envoyé en K, qui est envoyé ensuite par IJ, ben il reste en K. Et puis ensuite il est envoyé en I, donc I est envoyé en I. J, ben J il est d'abord envoyé en L. Puis il reste en L, puis il est envoyé en L, d'accord, non je me suis trompé, en J, pardon, en J, donc J est envoyé en J, d'accord, et puis de la même façon, L est envoyé en J, puis il sera envoyé en I, puis il est envoyé en K, d'accord, et pour L différent de J, KL, eh bien M est envoyé en M. Et donc, j'ai bien sigma, non, j'ai bien KL, parce que là, qu'est-ce qui se passe? I reste en I, J reste en J, K est envoyé en L est envoyé en K, et tous les autres restent fixes. Donc ça veut dire que ça me donne bien la transposition KL. Dans tous les cas, on a su trouver sigma une permutation, telle que KL égale sigma rond IJ rond sigma, et donc f de KL va être égal à f sigma
multiplié par Fij qui vaut moins 1 multiplié par F sigma. Mais donc ça fait F sigma au carré, mais F sigma c'est plus ou moins 1, hein, puisqu'on arrive dans 1 ou moins 1, donc de toute façon ça fera 1. Le résultat fera moins 1, donc F de t égale moins 1, quelle que soit la transposition t, bah alors on sait que F est égal à epsilon, d'où le résultat. Parlons maintenant du groupe alterné de degré n, un entier naturellement nul. On appelle AN l'ensemble des permutations positives, on dit aussi paire de Sn, c'est-à-dire qu'une permutation positive, c'est une permutation dont la signature est égale à 1. AN est donc la réciproque de 1 par epsilon. Petit a, l'identité est une permutation positive. Si n est égal à 1, eh bien l'ensemble des permutations positives c'est S1, c'est-à-dire l'application qui a 1 associe 1. Et petit b, si n est supérieur ou égal à 2, alors c'est petit c, eh bien AN rond est un groupe, un sous-groupe distingué de Sn, et son ordre est égal à factoriel n sur 2. Démonstration, bon ça c'est évident aussi, on passe au petit c directement. Et on va démontrer le petit c de deux façons. D'abord avec des connaissances algébriques, en disant qu'epsilon est un morphisme de groupe qui est surjectif. Et AN, c'est le noyau de epsilon, c'est donc un sous-groupe distingué de Sn. Sous-groupe distingué, ça veut dire ça. La relation sur Sn, sigma R gamma, si et seulement si, sigma rond gamma moins 1 appartient à N, est une relation d'équivalence compatible avec la composition sur Sn, et l'espace quotient Sn sur R égale Sn sur K epsilon est égal à Sn sur AN. On a le diagramme ici avec la projection canonique pi qui a gamma appartenant à Sn associe sa classe, et on munit Sn sur AN d'une structure de groupe par cette opération-là, c'est-à-dire la classe de sigma rond la classe de gamma est égale à la classe de sigma rond gamma. Et phi est un morphisme de groupe. Et comme epsilon est surjective, phi, qui a la classe de gamma, associe la signature de gamma, et ça c'est indépendant du représentant choisi pour la classe, eh bien phi est un isomorphisme parce que epsilon est surjectif. Et donc Sn sur AN est isomorphe à moins 1, 1. Ça, toute cette théorie a déjà été démontrée dans un chapitre où il y a des généralités sur les groupes. Et donc, comme celui-là est cardinal 2, et que l'ordre de Sn est égal à l'ordre de Sn sur AN, ça aussi ça a été démontré, multiplié par l'ordre de AN, ça fait 2, ça fait factoriel n, on en déduit l'ordre AN qui est égal à factoriel n sur 2. Voilà. Une deuxième méthode sans toutes ces connaissances, on démontre d'abord que AN est un sous-groupe, donc ID appartient à N, bien sûr, parce que sa signature est égale à 1. Et si je prends sigma et gamma dans AN, la signature de sigma rond gamma est égale à ça, et donc est égale à 1, donc sigma rond gamma appartient à AN. Ici, il y a une erreur. Et si je fais gamma rond gamma moins 1, toujours avec gamma appartenant à N, ça fait l'identité. Donc ça veut dire que le produit des signatures est égal à 1, comme celle-là vaut 1, l'autre vaut 1, donc epsilon moins 1 appartient à N. Donc on a bien un sous-groupe pour la composition. Il est distingué parce que si gamma appartient à Sn et que sigma appartient à N, bien la signature de gamma rond sigma rond gamma moins 1 est égale à la signature de gamma multipliée par la signature de sigma multipliée par la signature de gamma moins 1, mais comme ces deux signatures sont les mêmes, ça fait epsilon de sigma. Donc gamma rond, oui, sont les mêmes, donc toutes les deux égales à moins 1, toutes les deux égales à 1, donc le produit va être égal à 1. Donc on a ça, quel que soit gamma appartenant à Sn, et donc ça assure que c'est un sous-groupe distingué, parce que ça assure que gamma rond à n est égal, et je vais passer ça de l'autre côté, à n rond gamma. On fixe une transposition T
Donc on est toujours dans le cas n supérieur ou égal à 2. Alors, dire que gamma, enfin, si gamma appartient à n, alors gamma rond t appartient à Sn moins n, parce que epsilon de gamma rond t égale epsilon de gamma multiplié par epsilon de t, donc epsilon de t c'est moins 1, epsilon de gamma ça fait 1, donc ça fait bien moins 1. Voilà. Donc, soit maintenant l'application phi qui a gamma appartenant à m associe gamma rond t appartenant à Sn moins n. Quel que soit gamma appartenant à Sn moins n, il existe une unique permutation alpha, telle que gamma est égal à alpha rond t, et cet alpha il est égal évidemment à gamma rond t moins 1. Et comme la signature de alpha va être égale à celle de gamma multipliée par celle de t moins 1, celle de t moins 1 c'est celle de t en fait, hein. Et donc c'est 1, et moins 1 pardon, et ça c'est 1. Non, c'est moins 1 aussi parce que gamma est négative, hein, et donc moins 1 par moins 1 ça fait 1, donc alpha appartient à n, ce qui veut dire que gamma est surjective, donc phi est une bijection, enfin surjective et injective, hein, c'est-à-dire que quel que soit gamma appartenant à ça, il y a un unique alpha appartenant à ça, tel que gamma est égal à phi de alpha. Donc en fait c'est une bijection, et donc l'ordre de ces deux ensembles sont en bijection, donc l'ordre de AN est égal à l'ordre de Sn moins n, et comme AN et Sn moins n c'est deux sous-ensembles de Sn, leur réunion est disjointe et vaut Sn, et donc l'ordre va être égal à l'ordre de Sn sur 2, c'est-à-dire factoriel n sur